quelques lectures qui vont être faites. Donc de mettre vos téléphones en mode silencieux ou en mode absent s'il vous plaît. Les petits chanteurs qui prendront la parole d'ici quelques instants ne seront pas déconcentrés pendant leurs quelques minutes de prise de parole. Je salue aussi parce qu'on est aussi en live sur l'Instagram des petits chanteurs. Donc je salue les personnes qui nous
regarde, parce que tout le monde n'a pas pu se déplacer forcément aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on fait ça en live. Ravi d'être là, je m'appelle Théo. C'est moi qui vais animer cette cérémonie de rentrée, de lancement de cette 14e édition des Petits Champions de la Lecture. Merci déjà au ministère de la Culture de nous recevoir. Ravi d'être ici, à chaque fois on est dans des lieux magnifiques. Peut-être qu'il y en a qui étaient là. Qui était là à la finale à la Comédie Française parmi vous? Ah oui, d'accord. Mais alors, je vais voir déjà quelques petits champions, quelques petites championnes. Donc merci de nouveau d'être à nos côtés. Je vais pas être beaucoup plus long. Je vais demander à Régine Atchourneau, qui est présidente du Centre national du livre, de me rejoindre sur scène pour nous dire un petit mot. Oui, président. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir ici, mais bien sûr, je ne fais que représenter la ministre de la Culture qui, compte tenu de la situation actuelle sur le plan politique, ne peut pas prendre la parole. En revanche, elle n'a pas voulu renoncer 2 secondes au fait de vous accueillir ici même. C'est une promesse qu'elle avait faite lorsqu'elle avait vu, elle avait rencontré les petits champions et toute l'équipe lors du salon du livre de Paris pour vous accueillir ici même, montrer à cette occasion le soutien qu'elle apporte aux petits champions et puis vous faire visiter, je crois, le ministère de la Culture. Monsieur le directeur du livre et de la lecture, cher Nicolas Georges. Ah, voilà Nicolas. Messieurs les présidents, cher Antoine Gallimard, cher Vincent Montagne, mesdames et messieurs les professeurs qui nous suivaient, je crois, en ligne, chers éditeurs, j'ai vu beaucoup de visages connus, doués pour tout ce qui touche à l'édition du livre pour les jeunes, chère Magali Fourmentreau, qui a réussi à développer de manière incroyable ces petits champions de la lecture. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Lorsque la lecture est un enjeu fortement partagé par nous tous, je crois, l'inquiétude d'un certain déclin, notamment de nos jeunes pour le livre, même si ici même, je sais qu'on a déjà des grands lecteurs qui resteront des grands lecteurs toute leur vie. Je l'espère. Je voulais dire à quel point cet enjeu est tellement important pour la ministre de la Culture qu'avec la ministre de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont été lancés les États généraux de la lecture pour la jeunesse qui permettront, je pense, de donner la parole, entre autres, aux jeunes gens, afin de les remettre au cœur de la réflexion des grandes mutations qui impactent les pratiques de la lecture à l'heure de la place grandissante des écrans et de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui ne manque pas, à beaucoup d'égards, de nous inquiéter, même si nous ne sommes pas des dinosaures. Nous ne refusons pas les nouvelles technologies, mais nous aimerions qu'elles soient beaucoup plus régulées de ce métier. Je salue la présence de Bertille Blancoise, la conseillère livre et lecture du ministère au sein de la mission éducation artistique et culturelle de la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui est vraiment notre partenaire le plus précieux. Et grâce à Bertille, nous avons pu mettre beaucoup d'actions en œuvre. Donc encore merci Bertille. Et puisque nous ne sommes pas loin de la Comédie Française, je me permets de reprendre les vers de Pierre Corneille, qui fait dire à Rodrigue « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. » Pour évoquer 2 opérations qui visent à promouvoir la lecture auprès des plus jeunes. 2 opérations portées par la ministre de la Culture, le tout nouveau prix du livre pour les bébés, qui j'espère feront de futurs petits champions. Et puis ma première carte de bibliothèque qui invitera tous les parents à inscrire leur nouveau-né dans la bibliothèque de leur choix à proximité de leur lieu d'habitation. Vous savez qu'on a la chance en France d'avoir un tissu assez exceptionnel de bibliothèque. Et donc, l'idée est de faire en sorte que dès la naissance, on les enferme. On est un peu une dictature. Le Centre national du livre que je représente est bien sûr très heureux de pouvoir se mettre totalement à la disposition du ministère pour encourager toutes les initiatives qui sont prises en faveur
lecture, et notamment en faveur des petits champions de la lecture, à la fois pour les finales régionales que nous avons pu rendre toutes, je crois, ou presque, oui, toutes, en présentiel, et aussi bien évidemment pour toutes les manifestations des nuits de la lecture qui accueillent beaucoup de finales, demi-finales des nuits de la lecture. Ce concours qui donne la lecture en partage est un formidable levier, je crois que nous en sommes tous convaincus ici pour le désir, pour donner le désir de lire. Le succès est grandissant, je l'ai déjà dit. Je laisserai bien sûr Antoine, qui connaît mieux que personne cet événement, en parler mieux que moi. Je remercie aussi les auteurs qui, à cette occasion, se mettent à disposition des jeunes pour les rencontrer. Je remercie aussi l'initiative magnifique qui donne cette lumière, cette initiative qui donne une lumière tout à fait particulière à la lecture jeunesse, qui est quand même un domaine de talent en France, qui est ainsi chaque année mis en lumière. Je vais laisser la place, je crois, à Antoine Gallimard, évidemment, et puis au petit champion de l'édition précédente qu'on a eu la chance d'écouter lorsque nous étions à la Comédie Française, et qui était, je dois dire, fort talentueux. Alors bravo au petit champion, et que la lecture continue d'aller le plus loin possible. Merci à tous. Merci Antoine Gallimard, je vous invite à me rejoindre et je vous invite à applaudir, président des éditions. Antoine Gallimard, merci d'être à nos côtés. Je disais président des champions de la lecture depuis le début. Donc 14e année d'existence, ces petits champions durant lesquels il y a eu plus de 800 000 enfants qui ont participé à l'opération. Alors qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, l'aventure des petits champions de la lecture? Ça représente un vrai plaisir et en même temps une obligation. Le vrai plaisir, c'est de voir qu'on a réussi en partie à partager le goût de la lecture, de donner le sentiment que la lecture c'est une chaîne entre les jeunes lecteurs, les moins jeunes, les auteurs, les professeurs, tous ceux qui contribuent aussi à notre livre a beaucoup de chance d'avoir prévu, d'avoir des bibliothèques, d'avoir des réseaux, d'avoir un ministère qui est soucieux du bon état de la vie. On est vraiment, je veux dire, privilégié par rapport à d'autres pays qui sont en Europe. Et ça, vraiment, on peut remercier le ciel et tous nos élus de garder vraiment précieusement tout ce qui a été fait sur le lycée. C'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que bon, en général, on bien se plaindre, mais enfin, en même temps, on arrive quand même à ce que nous souhaitons, qu'il y ait quand même toujours une aide et qu'elle soit bien sécurisée dans les plans aussi possibles les nôtres. Je suis sûr que nos ministres vont nous défendre fortement et compte de son pour l'environnement de nos ministres pour justement bien veiller à cela. Hein. Alors, je dis que c'est une obligation parce que c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui effectivement à plus de 200 000 participants, on va payer 800 000 en 13 ans. Et ça crée des obligations pour l'avenir. Alors, heureusement, avec Magali et toute l'équipe, on est heureux d'avoir pu élargir non seulement la France métropolitaine, à la France d'outre-mer, mais aussi en Afrique et dans d'autres régions. Ce développement en Afrique nous a semblé important. Nous touchons aujourd'hui plus de 200 classes chez les jeunes dans plus de 20 pays africains. Donc voilà, c'est bien à la fois pour la francophonie, pour ces messieurs du gouvernement qui aiment la francophonie, et même pour nous-mêmes, on le sait. Et en plus, voilà, on a des espoirs de trouver des relais un peu partout, en dehors de l'Afrique. Alors aussi, ce qui est important, et là vous arrivez, je remercie notre secrétaire général, Magali Fromato, de tout ce qu'elle a fait. Elle s'est impliquée vraiment à fond. Et grâce à vous et à votre équipe et à tous les gens autour, on a pu vraiment se déployer. Et vous citiez les déploiements des rencontres physiques pour les régions. Hein. Sur 14 régions, il y en a 12 maintenant qui sont en physique. Et c'est plus important parce que, un peu à l'image de la Comédie Française, on voit bien la stimulation et le bonheur que c'est pour les élèves, leurs classes, leurs professeurs, les auteurs derrière,
pas présents. Ce n'est pas rien. Et alors, effectivement, on craint qu'il y ait aujourd'hui un détassement dans la jeunesse, dans l'édition, qui est un vrai tassement. Et surtout, aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est comment les jeunes de 7-8 ans ont pris le relais. Parce qu'il y a eu le relais, on le sent moins aujourd'hui. Donc, on compte sur justement des opérations comme les petits champions. Le passe culture, je vous en parlais, madame, qui est très important aussi pour que les préparés, à 17 ans, ils auront droit à leur passe culture. Et donc, on le prépare avant, on le prépare après, qu'on ait leur passe culture aussi, qui n'a pas de livre. On a aussi, nous avons tous, il n'y a pas de plus grand rôle, nous avons tous un rôle. On doit jouer à fond. Alors voilà, ce que j'aimerais aujourd'hui, effectivement, je veux dire un titre un peu comme ça, provocation, mais ça serait formidable, je l'ai dit Magali, on est 100 000 participants, j'en ai plus de 200 000, 800 000. Donc l'idée, c'est vraiment, d'une part, on peut se développer, il y a pas mal de toute l'année, c'est pas simplement un travail comme ça, c'est pas un jeu télévisé, on en voit certains à la télévision. Non, pas du tout. C'est toute l'année, on travaille, n'est-ce pas? Il y a des assistants, on a des complicités avec l'enseignement, et on a beaucoup de terrain. Parce que sur les CM1, CM2, on se dit qu'on peut facilement un jour toucher 1 million. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a vaincu les préjugés. On n'est pas des gens qui sont là pour sanctionner, pour donner de mauvaises notes, mais au contraire pour encourager les prises de risques, ne pas avoir peur pour les continuer de parler, et ne pas avoir peur pour ceux qui ne sont pas sensibles, qu'un jour on y arrivera. On y arrive avec persuasion, et c'est un terrain de chaque instant et de tout le monde. Donc je suis tout à fait en confiance dans cet objectif. Et surtout, je voudrais vous remercier tous et remercier nos mécènes, Nancy Bansal qui est fidèle depuis le début, avec elle, nos mécènes et puis tous ceux qui nous aident. Voilà. Sans vous, on ne réussirait pas. Je suis ravi d'en signer un accord avec le Pass Culture, c'est très important, on en parlait. Et ça fait partie justement de cette possibilité pour nous de dire présent, et ça va bien d'aller jusqu'à l'âge de 20 ans. Et alors peut-être nous dire l'importance de ce jeu et de la lecture à haute voix pour les enfants aujourd'hui, parce que là on a parlé de la destination, on a parlé de choses d'adultes, mais pour les enfants, pour moi c'est aussi important pour eux d'avoir ce jeu au relationnel. C'est important d'une part pour voir le bonheur que c'est quand ils sont petits champions, c'est incroyable, c'est inouï, c'est le bonheur qui est à la fois c'est pour leur donner confiance à l'amitié et pouvoir échanger. Souvent, tu n'as pas un livre à nous recommander, voilà, on aimerait l'entendre au niveau des enfants, comme on l'entend parfois au niveau des adultes, au cinéma et pour le livre. Donc c'est à la fois un bonheur de découverte et un partage de ce bonheur. Et enfin, peut-être une dernière question pour vous. Quel message vous souhaitez adresser à la fois aux enfants, aux enseignants et aux familles qui, on le rappelle, font vivre aussi l'aventure, parce qu'on voit les enfants, il y a l'équipe des champions, il y a vous évidemment, il y a beaucoup de personnes derrière qui portent ces enfants. C'est toujours de considérer que la vie est une aventure, et que lire c'est une aventure, mais c'est une aventure où on ne risque pas de tomber dans l'arbre et de s'abîmer les bras. Je dirais que c'est surtout le fait que ça permet d'être ensemble, de vivre ensemble. Si aujourd'hui ce qu'il nous faut le plus, c'est apprendre à vivre ensemble, enseigner les uns les autres. Très bon message de fin. Merci beaucoup Antoine Gallimard, merci encore. Technique pour retirer le public, que ce sera plus simple pour les enfants de lire derrière ce pied de micro. Et je vais demander au public qui est déjà prêt, qui s'impatiente, Anatole, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Donc il va nous lire seul sur la mer immense de Michael Blanc-Burgo. Donc Anatole du collège Cardin en 17e, en 6e maintenant, parce que l'année dernière était en CM2. Et là c'est quand tu veux Anatole? Aujourd'hui, je vais vous lire Seul sur la mer immense. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Arthur, qui est orphelin et qui est embarqué en bateau en Australie. Il est recueilli par Picky Bacon et Madame Piggy. Malheureusement, Picky Bacon les maltraite. Dans le passage que je vais vous lire, Arthur subit l'un des plus grands traumatismes de sa vie. Mon tour arriva. J'étais debout, attendant ma proie.
lorsque soudain, son expression s'altéra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit-il. Et, en se penchant en avant, il saisit la clé que j'avais autour du cou, puis l'arracha violemment. « C'est à moi !» m'écriai-je, en faisant un geste pour la reprendre. Il la tord de ma portée, l'examina, l'air perplexe. « Une clé ? Pourquoi faire ? La clé de quoi ? C'est ma clé porte-bonheur, lui répondis-je. C'est Kitty, ma sœur, qui me l'a donnée en Angleterre. Un porte-bonheur, tonna Piquet-Pécone. C'est de la magie, et tout ce qui est magique est l'œuvre du diable. La chance, les porte-bonheurs, ça n'existe pas. C'est Dieu qui décide de tout ce qui arrive, dans cette vie et dans l'au-delà aussi. Je fis un bond, essayant de lui arracher ma clé, mais s'il la tenait trop haut. C'est un fétiche, ce qui signifie que c'est l'œuvre du diable, que c'est de la sorcellerie, des fadaises. Tu porteras une croix, ou rien du tout. Alors, dis-je, surpris par mon brusque courage, alors je ne porterai rien du tout. Je fis demi-tour et m'éloignai. Place à Bérénice, qui va nous lire Madame Badou Béda de Sophidal. On peut l'applaudir également. Bérénice qui est en CM2 à l'école Château des Archives. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Madame Badou Béda de Sophidal. J'adore ce livre car c'est une amie importante pour moi qui me l'a offert. Ça raconte l'histoire d'une voleuse qui se cache dans un hôtel. Une petite fille la découvre. Après mon bain, je suis remontée subrepticement dans sa chambre pour jouer au bouilleux sur le bateau pirate. On était toutes les deux en chemise de nuit, mais je portais mes lunettes de soleil pour ne pas être trahie par mes yeux. Lorsque j'ai gagné, Madame Badou Béda a crié « Brigande !» et elle a souri, un beau grand sourire, aussi grand que le ciel. « C'est vous la brigande, la reine des voleuses !» j'ai répondu en retirant mes lunettes de soleil à pois. Madame Badou Béda avait d'immenses yeux verts, avec des petites rides tout autour. C'est ce que je suis, une brigande. Mes enfants le pensent certainement. J'ignorais qu'elle avait des enfants. Ils ne venaient jamais la voir. Mais oui, vous volez des bijoux, vous pillez des pyramides, et vous êtes en fuite avec vos animaux. J'ai lâché d'un coup l'hôtel de la sirène et votre cachette, et vous retrouvez. Et un jour, vous retrouverez votre mari sur une île au soleil. J'ai tout découvert. Vous avez une présidente des champions de la lecture, il y a aussi une marraine des champions de la lecture qui s'appelle Clémentine Beauvais et qui pour le coup habite à York, donc le déplacement était un petit peu plus long pour elle, et puis Maria qu'elle a eu un heureux événement aujourd'hui, donc c'était encore plus compliqué de mettre ça avec nous aujourd'hui. Elle a eu des priorités tout à fait compréhensibles. Et donc on lui a posé la question pourquoi la lecture à voix haute est-elle un super pouvoir, et vous allez voir, elle nous a répondu. Alors il y a deux formes de lecture à voix haute. On peut avoir la lecture à voix haute faite par quelqu'un d'autre à un enfant, et là c'est vraiment le bonheur pour l'enfant de pouvoir partir complètement dans son imagination sans avoir à faire disons l'effort visuel de se plonger dans le texte. Et là on a un enfant qui est complètement livré à ce qu'on fait de mieux finalement en tant qu'être humain, qui est d'écouter des histoires. Et puis il y a aussi l'enfant qui lit à voix haute à d'autres personnes, et là outre que ça implique en termes de décodage et évidemment de difficulté de lecture en général, la difficulté, le challenge, le défi supplémentaire, c'est d'y mettre de la voix, de l'expression corporelle pour être vraiment dans le partage. Sur des
coucou, si jamais Clémentine nous regarde en live, j'en doute quand même, j'ai vu sa journée, mais au cas où on lui fait coucou de loin. Merci encore Clémentine d'être la marraine pour cette édition. Je vais laisser la place à Sylvie Chaucron, qui est neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, et qui va nous partager, nous faire une intervention sur la lecture comme outil d'émancipation et d'expression du monde de l'inclusion. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cet événement. Et je vais essayer de vous expliquer, de vous raconter ce qui se passe dans le cerveau quand on lit, mais aussi ce que la lecture fait à notre cerveau. Alors, voilà. Passez ces diapositives. Et donc, aujourd'hui, on va parler évidemment de ce que la lecture fait aux enfants de CM1, CM2, petits champions de la lecture. Mais il faut savoir que c'est exactement la même chose pour des bébés ou pour des adultes, et que la lecture, c'est une tâche primordiale pour notre cerveau, quel que soit notre âge. Et juste pour une petite information, il y a eu des recherches récentes qui ont montré que la fréquence à laquelle un bébé, dès l'âge de 2-3 mois, lit, alors évidemment lit entre guillemets avec ses parents, mais l'exposition au livre à partir de l'âge de 2 ou 3 mois va finalement être liée à ses capacités de lecture et de langage ultérieures. Et donc on sait aujourd'hui à quel point la lecture est importante pour notre cerveau. Alors à l'échelle de l'humanité, vous voyez, la lecture et l'écriture sont installées dans notre cerveau depuis bien plus longtemps que l'iPhone ou l'intelligence artificielle, qui sont vraiment des bébés à côté de la lecture et de l'écriture. Tant et si bien que la lecture et l'écriture ne sont plus juste un moyen de communication ou d'apprentissage, mais c'est devenu un véritable art. Et vous voyez qu'on peut, et les enfants le savent, allier vraiment les arts graphiques, visuels et le contenu, la lecture et l'écriture. Et puis ce qui est très important, c'est qu'à partir d'un certain niveau de maîtrise de la lecture, et ça les petits champions le savent, la lecture devient vraiment un plaisir. Et on peut se demander pourquoi la lecture a été associée au plaisir. Et si on écoute les chercheurs dans le domaine de l'évolution, on réalise que toutes les activités primordiales pour l'être humain ont été associées au plaisir, comme la reproduction ou l'alimentation, parce que c'était des activités indispensables à la survie de l'espèce. Et donc on peut imaginer que si la lecture et l'écriture sont associées au plaisir, peut-être que c'est aussi parce que c'est extrêmement important pour la survie de l'espèce. Alors, si on s'intéresse au cerveau lecteur, on se rend vite compte, quand on étudie les différentes régions qui sont mises en jeu lorsqu'on lit, que lire active quasiment l'ensemble de notre cerveau. Donc d'abord, il faut évidemment pouvoir orienter son attention à différents endroits sur la page. Donc on va activer les aires en bleu, qui sont les aires d'orientation de l'attention. Il faut détecter visuellement ce qu'on voit, l'analyser, et donc on va activer toutes les régions visuelles dans notre cerveau qui gèrent la reconnaissance visuelle. Il va falloir évidemment convertir des petits signes écrits en noir et blanc en langage. Il va falloir donc donner du sens à ce message écrit. Et puis si on lit à haute voix, il va falloir aussi activer toutes les régions qui sont impliquées dans le langage oral, dans l'articulation. Et donc vous voyez avec la répartition des couleurs sur le cerveau que c'est quasiment tout notre cerveau qui est actif quand on lit. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la lecture elle-même, mis à part le fait que pour lire on a besoin d'activer quasiment tout notre cerveau, la lecture envoie toujours le monde dans la même direction que celle dans laquelle il lit. Ensuite, évidemment, la lecture va stimuler la créativité. Pourquoi ? Parce que vous devez d'abord vous représenter mentalement ce que vous lisez, donc faire travailler votre imagerie mentale. Et puis en général, quand on lit, et en particulier quand on lit de la fiction, des livres, des romans, on va imaginer ce qui pourrait bien arriver. Et donc, évidemment, on va mettre en jeu nos régions cérébrales qui sont impliquées dans la créativité. Et donc là, vous voyez, si vous lisez cette phrase, le jour tombait, il se tenait devant l'étendue d'eau et regardait droit devant lui, perdu dans ses pensées. Il va y avoir une représentation visuelle par lecteur. Et peut-être que même un même lecteur, s'il
va se représenter la scène différemment. Et donc cette capacité d'imagerie mentale, elle est extrêmement importante pour la créativité. Et on sait aujourd'hui que la créativité met en jeu nos deux hémisphères cérébraux et donc favorise finalement les liens et les échanges entre ces deux hémisphères. Et on sait d'ailleurs que les gens qui sont très créatifs vont avoir plus de connexion entre leurs deux hémisphères, plus de dialogue. Et cette créativité, elle est extrêmement importante puisque vous voyez, quand on met des gens, vous voyez à droite de la diapositive, dans un scanner, dans son IRM, et qu'on enregistre l'activité cérébrale, soit pendant qu'ils évoquent des idées, qu'ils font une tâche de brainstorming, soit pendant qu'ils écrivent de manière créative, des choses qu'ils n'ont jamais écrites avant, ben vous voyez que l'écriture créative active un très grand réseau d'air dans notre cerveau, met en jeu des tas de structures qui vont être elles-mêmes utilisées dans d'autres tâches beaucoup plus sérieuses, parce qu'on sait aujourd'hui que la créativité est extrêmement liée aux capacités intellectuelles. Et puis, lire, évidemment, ça fait réfléchir, ça demande d'abord de choisir ce qu'on va lire, et puis, évidemment, ça fait travailler la mémoire de travail, puisqu'il faut garder en mémoire ce qu'on a lu avant pour comprendre ce qu'on va lire ensuite. Ça permet de faire travailler le raisonnement, puisqu'il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Et puis, ça fait travailler ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Qu'est-ce que c'est que la flexibilité mentale? C'est la possibilité de passer d'une idée ou d'un concept à un autre. Et évidemment, quand on lit, on ne s'attend pas à ce qu'on va lire et on est obligé d'être extrêmement flexible et on va être surpris par ce qu'on va lire. Et la flexibilité mentale, c'est un processus qu'on va utiliser dans toutes les tâches de raisonnement complexes. C'est la base vraiment des capacités de jugement critique, de raisonnement vraiment très élaboré. On continue. Lire, vous l'avez dit avant, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une leçon d'émotion. Et donc, on dit toujours que voilà, l'école de la République nous apporte beaucoup, mais au sein de l'école, la lecture nous permet non seulement de nourrir notre curiosité et d'apprendre, mais ça nous permet aussi d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Parce que quand on va lire, on va pouvoir percevoir les émotions des personnages, éventuellement les éprouver, on va peut-être même parfois éprouver les émotions de l'écrivain, de l'auteur, et donc cette capacité de changer de perspective et d'essayer d'éprouver ce que ressent un personnage, et puis parfois, vous savez, il y a des personnages qu'on aime bien dans un livre, d'autres qu'on aime moins, mais on essaie quand même de comprendre leur position, et tout ça développe les capacités d'empathie. Et tout ça, plus le partage entre lecteurs, se conseiller les livres, les critiquer ensemble, permet de développer ce qu'on appelle aujourd'hui communément dans le langage courant les compétences psychosociales, qu'on appellerait, nous, chercheurs en sciences cognitives, vraiment les comportements prosociaux ou l'empathie. Et donc, je vous ai noté tout en bas de la diapositive qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, s'il y a quelque chose qu'on se doit de préserver chez l'être humain, c'est nos capacités justement d'intelligence émotionnelle qui nous permettront de ne pas devenir des machines, justement. Et puis enfin, lire, ça permet d'apprendre. Donc on va pouvoir changer notre vision du monde grâce à ce qu'on lit. On va pouvoir se cultiver, véritablement apprendre de nouvelles connaissances. Mais ça permet aussi d'agir par procuration, c'est-à-dire qu'en lisant, ce qu'un héros peut faire, c'est comme si nous-mêmes on le faisait aussi. Et donc ça va faire travailler tous les types de mémoire, que ce soit de la mémoire verbale, de la mémoire sémantique sur nos connaissances, de la mémoire procédurale sur nos actions. Certes, ce n'est pas nous qui faisons l'action, mais quand on va lire un récit d'action, c'est un petit peu comme si notre cerveau était en train de faire ses actions. Et puis la mémoire qu'on appelle épisodique, qui est la mémoire des événements qu'on vit. Là encore, on ne vit pas ce qui se passe dans le livre, mais on le vit un peu par procuration. Et puis évidemment, lire, ça permet à un certain niveau, une fois qu'on maîtrise la lecture, une fois que voilà, on est très à l'aise dans le décodage, on va pouvoir prendre du plaisir. Et là, la question du plaisir, elle est très importante, parce que le plaisir, c'est sans doute ce qui va nous permettre de lutter contre les écrans. Parce que les écrans, c'est du plaisir très rapide, immédiat. C'est comme, on dit aujourd'hui, c'est comme un fast-food, vous voyez, pour le cerveau, c'est comme une bouffiserie. Et si on veut lutter contre ce plaisir très rapide de voir que
donc sur ce circuit de la récompense, qui est le circuit du plaisir, avec ces hormones dont vous entendez souvent parler, la dopamine, l'hormone du plaisir, la sérotonine, qui nous permet d'être heureux, l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de l'attachement, les endorphines, qui sont des espèces d'antidouleurs, qui font qu'on se sent bien physiquement. Sachez qu'on a un seul circuit du plaisir dans le cerveau, et ce circuit, on peut l'activer avec la lecture, de la même manière qu'en discutant avec ses amis, en mangeant du chocolat pour certains, en marchant dans la nature pour d'autres, en allant à une expo pour d'autres. Et donc lire est absolument une activité à égalité avec toutes ces autres activités qui vont activer le circuit du plaisir. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur les réseaux, puisque jusqu'à présent, je vous ai dit que la lecture active quasiment tout notre cerveau et toutes nos capacités cognitives. Et donc, je suis comme Régine Alchondo qui vous a dit que voilà, elle n'était pas un dinosaure, moi non plus. Et on vit avec notre temps. Sachez qui dit silencieusement ou à haute voix, la lecture aura ses effets bénéfiques pour tous les enfants. Et donc, je vous l'ai dit, mais c'est une espèce de résumé. La lecture permettra de développer le langage, l'attention, ce qu'on appelle la concentration, que nous on appelle l'attention soutenue, la perception, les sens de manière générale, le raisonnement, l'expression orale, les émotions, que ce soit à la fois la perception des émotions à travers ce qu'on lit, mais aussi la compréhension des émotions. La confiance en soi, parce qu'évidemment, au fur et à mesure où on lit, on prend de plus en plus confiance en soi, parce qu'on a à la fois confiance dans ce qu'on sait, mais aussi dans ce qu'on peut transmettre, et en particulier si on lit à haute voix. L'apprentissage de manière générale, la curiosité intellectuelle et évidemment l'ouverture sur le monde, autant dire quasiment toutes nos capacités cognitives. Et donc je voudrais finir sur cette citation qui parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'un livre? C'est un objet plat fabriqué à partir des arbres, avec des parties flexibles sur lesquelles sont imprimés un tas de signes noirs étonnants. Mais dès que vous y jetez un coup d'œil, vous entrez dans le cerveau d'une autre personne qui est peut-être décédée depuis des milliers d'années. À travers les siècles, l'auteur vous parle clairement et silencieusement à l'intérieur de votre tête, directement, juste à vous. L'écriture est sans doute la plus grande des inventions humaines. Elle lie les personnes entre elles qui sans cela ne se seraient jamais rencontrées. Les livres brisent les chaînes du temps. Le livre est la preuve que les humains sont des magiciens. Voilà, et je voudrais terminer en vous disant que j'ai eu la chance de rentrer dans le cerveau de Suzy Morgenstern, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Dans le cerveau 2, 3 petits points. Et donc j'avais un chapitre sur le cerveau d'un écrivain qui était Suzy. Et donc je vous assure que voyager dans le cerveau de Suzy, c'est une véritable aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, je garde en tête comme ça ce soir dans les transports, je ne prends pas mon téléphone, mais je prendrai un bouquin, donc ça sera beaucoup plus actif et ce sera beaucoup plus intéressant pour lui. Et bien, ça va être à toi. On peut applaudir les gars, on va continuer le lecture. Elliot qui est en 6e au collège Claude Monet dans le 13e arrondissement de Paris, donc il va nous lire La veste magique de Julien, de Raymond Langloté. C'est bon. La veste magique de Julien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Julien qui a découvert une veste dans le marché aux puces et cette veste va nous faire vivre plein d'aventures. Chapitre 3. Le début de l'aventure. Quand Julien rentre de l'école ce jour-là, il avale son goûter à toute vitesse. Sa maman constate qu'il n'est pas aussi pressé pour faire ses devoirs. Se réfléchit quelque chose. Julien, ne pourrais-tu pas faire un petit effort pour manger avec politesse? Julien n'a pas encore avalé la dernière bouchée qui se prépare déjà à les jouer. Mais sa maman n'a aucune pitié. Elle l'envoie aussitôt dans sa chambre faire ses devoirs. Oh non, maman, je n'ai aucune envie de travailler, s'exclame Julien. Coco, le perroquet, dans son petit coin, se balance dans sa cage. Il suit la conversation avec beaucoup d'intérêt. Il en retient, comme d'habitude, ce qui est le plus facile à imiter. Aussi, n'arrête-t-il pas de répéter « Ah non, maman, ah non, maman, ah non, maman !» Tais-toi, Coco, crie Julien. Tu as de la chance, toi, tu ne dois jamais faire de devoirs. Tu peux toujours jouer et manger des cacahuètes à la longueur d'une journée. Cacahuètes à Coco,
Place à Joséphine, qui a été championne départementale à Paris. Elle trouve toujours formidable. La purée carotte, formidable. L'atelier mot croisé, formidable. Josiane qui a trouvé son dentier, formidable. Quelle force qu'ils font d'être capables de se mettre dans des personnages en si peu de temps, devant autant de personnes. Bravo. Et c'est au tour de Khalifa. On peut l'applaudir s'il vous plaît. On va vous lire le gentil petit diable, en tout cas un extrait de Pierre Gris-Paris. Voilà l'auteur. Bonjour, je vais vous lire un texte d'un petit diable qui voulait être gentil, mais ses parents, ils étaient toujours méchants avec lui. Le gentil petit diable de Pierre Gris-Paris. Le gentil petit diable. Il était une fois un joli petit diable, tout rouge, avec 2 cornes noires et 2 ailes de chauve-souris. Son papa était un grand diable vert et sa maman une diablesse noire. Ils vivaient tous les 3 dans un lieu qui s'appelle l'enfer et qui est situé au centre de la terre. L'enfer, ce n'est pas comme chez nous, c'est même le contraire. Tout ce qui est bien chez nous est mal en enfer, et tout ce qui est mal ici est considéré comme bien là-bas. C'est pourquoi, en principe, les diables sont méchants. Pour eux, c'est bien d'être méchant. Mais notre petit diable, lui, voulait être gentil, ce qui faisait goûter les espoirs de sa famille. Jordan Rezghi et Marie Fatih. Comme vous voulez, je vais prendre une extrémité, je vous laisse, je sais pas, on a ton micro, c'est ça? Je vais mettre ça. Merci Aurélie pour l'installation. Hop. Merci à tous les trois d'être à nos côtés. Donc on va parler de lecture à voix haute. Quels sont ses bénéfices? Donc il y a une émulation collective qui va créer, avec ce partage, qui va créer un plaisir, qui va les motiver en fait à s'améliorer. Et petit à petit à rentrer dans la lecture plus profondément. Les enfants, ils vont dépasser grâce à cette motivation, ils vont dépasser leurs difficultés. C'est vrai qu'on a parlé du plaisir de décodage aussi. Moi, j'ai des élèves qui vont avoir des difficultés, qui peuvent être dyslexiques, qui peuvent être allophones. Même les allophones peuvent lire à voix haute, des élèves allophones, des élèves qui sont timides aussi. Et le fait de le faire ensemble, d'arriver à se regarder dans le regard des autres enfants qu'ils vont avoir en face, ça va les pousser, en fait, à pratiquer avec plaisir, et de plus en plus. Puis on a vu au final, c'est comme des pièces de théâtre à chaque fois, quand on les voit lire à haute voix, c'est ça aussi qui doit les pousser à donner aussi envie de lire. Jordan, je reviendrai évidemment, j'aurai des questions pour toutes et tous, pour ce cas-là qu'on passe ensemble. Jordan, vous travaillez l'oralité au quotidien. Alors, il y a du jeu aussi, j'imagine, avec le reste du corps, mais quand même l'oralité au quotidien. Qu'est-ce que lire ou dire un texte à voix haute change dans votre rapport à la langue notamment, mais aussi aux autres? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai commencé le théâtre en 4e. Et dès lors, je savais comment faire mon métier, mais je ne savais pas vraiment mettre des mots dessus, sur le fond, de pourquoi je le faisais et pourquoi je voulais en faire. C'est bien après, je pense que c'est surtout dès que j'ai démarré la lecture au niveau de la fac, donc c'est vraiment arrivé tard, en choisissant des textes ou des choses que j'avais choisies, qui n'étaient pas forcément imposées par l'éducation nationale ou mes professeurs, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre le mot sur en fait, ce qui me pousse à faire ce métier-là, et c'est créer des ponts. Et donc ça revient un peu sur ce que disait Antoine Gallimard tout à l'heure, c'est ce vivre ensemble. En fait, ça me permettait d'atteindre, de toucher, d'échanger avec des personnes proches de chez moi, des personnes plus éloignées, comme des personnes complètement éloignées de ma classe sociale.
sociales ou de mon univers, ou des personnes à qui j'aurais jamais pu parler dans la vie de tous les jours. Le fait de lire à voix haute, moi, en classe, et par la suite, bien après, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que je peux créer un pont, un échange, déjà avec moi-même, mettre des mots en lisant énormément, mettre des mots sur des mots MAUX. Et donc, ouais, je dirais que la création de ponts par la langue, le fait d'apprendre, de lire, ça m'a permis vraiment de me dire, ok, je veux faire ça parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec le public, il se passe quelque chose déjà à la maison, mais il se passe quelque chose aussi avec le public et par échange en fait sur moi au quotidien. Donc en vivre, ça a été assez fou de constater au quotidien même aujourd'hui. Et enfin, c'est exactement ce qui s'est passé avec vous, en tout cas les premiers qui sont passés. Vous m'avez transmis énormément de choses, de la force déjà, parce que c'est pas facile de parler comme ça, donc j'étais un peu stressé. Et vous m'avez donné énormément de force à ce que vous avez fait. Et peut-être le premier texte, le premier livre qui vous a donné envie de faire ce métier? Je sais pas si vous en savez, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas prévu. Non, le premier texte, faire ce métier, non, c'est pas je dirais que c'est pas un texte, je dirais que c'est ma famille, dans le sens où ça a été un peu mon objectif de capter l'attention de ma famille par le théâtre. Donc je ne dirais pas que c'est un texte en soi, et même s'il y a un texte, vraiment, je ne saurais pas vous dire ça un peu longtemps, mais oui, je dirais que c'est plutôt ma famille. Encore la famille et peut-être de pouvoir leur réception. Oui, leur regard d'abord à eux, et puis après, plus largement. Carole, vous êtes autrice. Est-ce que quand vous écrivez pour les jeunes, vous imaginez la manière dont potentiellement ils vont le lire à voix haute votre texte? Est-ce que dans ce cas-là, ça change quelque chose pour vous dans le processus d'écriture? Alors, non, je n'imagine pas forcément comment des enfants pourraient les lire quand j'écris pour les enfants. Par contre, l'oralité fait partie vraiment du processus d'écriture, et plus je les lis, plus c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai besoin régulièrement de me lire en fait, au bout d'un certain nombre de chapitres pour entendre, parce que justement, avec l'oralité, on se rend compte beaucoup mieux. Enfin, moi, en tout cas, s'il y a la petite musique que j'ai envie dans mon texte, si les dialogues se tiennent bien et sonnent juste, si les idées se passent bien, si le rythme est bon. Et donc l'oralité est vraiment fait partie de l'écriture. Après, de là à imaginer vraiment une voix d'enfant, ça non, par contre. Voilà. Mais je lis régulièrement même à mon entourage qui s'endort parfois, c'est un petit peu. Je rencontre quand une voix, ils s'endorment. Ça dépend quand je livre aussi du sujet. J'ai cette image à chaque fois d'une photo de quelqu'un dans le métro londonien avec un livre qui s'appelle How to Fall Asleep, donc comment dormir, quoi. Et la personne est vraiment en train de dormir. Donc parfois, pas comment s'endormir. Parfois, il y a des livres qui sont faits pour ça et qui fonctionnent très bien. Une question que je vais vous poser maintenant à tous les trois, on en a déjà un petit peu parlé, on en a déjà entendu, mais sur ces bénéfices de la lecture à haute voix, notamment pour s'exprimer, pour apprendre à s'exprimer clairement et à être entendu. Est-ce que voilà, peut-être un petit peu au-delà, on va commencer par vous, quels sont ces bénéfices d'après vous avec le recul et avec vos regards à chacune et chacun sur pour s'exprimer clairement et être encore une fois entendu? Je parlais du coup en tant qu'enseignante. C'est vrai que pour les enfants, quand ils lisent, ils vont utiliser leur voix pour forcément transmettre des informations, mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir toucher leur auditoire avec leurs émotions, il faut qu'ils comprennent le texte. Donc, pour pouvoir le comprendre, sans s'en rendre compte, ils vont travailler une compétence qui est la compréhension de l'écrit. Voilà, donc ils vont être amenés à utiliser le dictionnaire, chercher des mots, et du coup améliorer le lexique, le vocabulaire, voilà, de façon ludique, toujours avec du plaisir. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas non plus qui rentre à l'intérieur de ce sujet, on n'a pas abordé, on a parlé d'empathie, mais quand les enfants vont partager ce moment, ils ne sont pas forcément lecteurs, ils vont être spectateurs à un moment donné, et il y a le mot bienveillance. Dans les champions de la lecture, quand on travaille en classe, on peut travailler le vivre ensemble, la bienveillance. Donc on l'a vu, ils ne se jugent pas, ils se regardent avec bienveillance. Et alors pour avoir assisté à pas mal sur le terrain, justement, dans les classes, et des lectures qui sont faites par les enfants pendant les rencontres, en plus de la bienveillance, il y a pas mal de respect, et je pense que pour ça,
que vous avez potentiellement d'autres retours à nous faire sur à quel point ça leur est utile à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours, d'une certaine manière? Oui, forcément. La lecture à voix haute, les enfants, ils sont amenés à partager des mots, des informations, des émotions. Donc c'est vrai que pour pouvoir transmettre les bonnes informations, ils vont travailler. Donc ils vont travailler leur respiration, ils vont travailler la gestuelle, puisque vous les avez vus quand ils ont raconté, il ne va pas y avoir que l'intonation, il va y avoir tout le corps qui va partir avec leur voix, qui va accompagner leur voix. Donc tout ça, c'est un travail pas que de théâtralisation, mais ça mêle un petit peu tout. Et c'est vrai que ça va les amener, donc tout le moment, c'est pas que à l'école, hein, ça va leur servir en fait ce moment qu'ils ont travaillé à être à l'aise à l'oral dans n'importe quelle situation, pas forcément dans le cadre des champions de la lecture, mais quand ils vont faire des débats, quand ils sont amenés à faire du théâtre. Plus tard aussi, je revois mes collégiens, donc c'est vrai qu'ils sont à l'aise, ils ont appris à passer au-dessus de leurs difficultés, leur timidité. Et non seulement ils sont passés au-dessus, mais ces exercices leur font apprécier la prise de parole à l'oral. Parce que, comme je vous disais, ils ont le regard des autres, et en général, dans le regard des autres, grâce à la bienveillance, grâce à l'empathie, ils voient la fierté, ils voient leur réussite, ils entendent les applaudissements, et tout ça, ça ne fait qu'encourager leurs efforts et faire grandir le plaisir de la lecture à voix haute et de l'oralité devant les spectateurs. Et Jordan, vous qui avez l'habitude de prendre la parole et de prendre la parole devant des gens, est-ce que vous avez peut-être quelques conseils à donner aux enfants, justement pour à la fois capter l'attention et en même temps inviter leur parole? Alors ça pour les enfants, je pense que ça va être utile potentiellement pour tous les adultes que nous sommes et qui devront prendre la parole autour de vous. Alors, dans ce cadre-là, moi je prends rarement la parole, mais dans le cadre du travail, c'est un travail, au-delà de ça, c'est tellement du jeu, au sens s'amuser, rire, essayer de se tromper. J'ai pas grand-chose vraiment à vous apprendre de ce que je vois. Vous êtes vraiment très très fort et pour prendre la parole et aussi pour rebondir, parce qu'il y a des personnes qui se trompent dans leur lecture, qui peuvent essayer quelque chose et puis ça passe pas. Alors, ils ont travaillé leur texte d'une certaine manière et puis le jour J, dans le public, il y a le stress, on ne sait pas comment faire et on bégaye, on se trompe. C'est pas tout le monde qui arrive à reprendre le dessus sur le stress et à enchaîner. Et donc, j'ai rien à vous apprendre, mais en tout cas, la respiration, c'est une grande bandelle pour juste s'installer, prendre du plaisir aussi, et essayer avec humilité et générosité de rentrer dans la proposition de l'auteur ou de l'autrice. Ça, je trouve que c'est primordial, parce que c'est déjà le premier pont, il se fait là un peu, avec l'auteur ou l'autrice qui est vivant ou pas,